Eh oui, c'est un sujet qui fâche. Ça a dû t'arriver où tu restes en apnée en voyant que les cours arrivent tout proche de ton stop loss. Oh non, encore un stop, c'est pas possible. Mais déjà, qu'est-ce qu'un stop loss? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ce serait pas mieux de pas en mettre? Et comment est-ce que je pourrais faire pour essayer de le tourner d'une manière positive? Si tu débutes sur les marchés, tu as souvent entendu parler de SL, l'abréviation de stop loss. D'ailleurs, c'est une première erreur parce qu'un stop n'est pas forcément loss, n'est pas forcément perdant. Et oui, tu peux transformer un stop loss en stop win. On va le voir après. Techniquement, un stop loss, c'est relativement simple, c'est un ordre à seuil de déclenchement. Tu as déjà très certainement dû te renseigner sur Internet. Il y a déjà beaucoup d'explications qui ont été faites, donc je vais le faire vraiment très brièvement. Ça marche déjà avec toutes les classes d'actifs. Prenons l'exemple d'une action. Tu achètes une action à 10 € et tu espères qu'elle va aller à 15. En tout cas, c'est ton analyse. Sauf que tu n'es pas prêt à perdre plus d'un certain montant. Et que selon ton analyse technique, tu estimes que si elle passe sous les 9 €, ton scénario est invalidé. Donc dans ces cas-là, si elle passe sous 9 €, elle va très probablement aller jusqu'à 6, 5, voire peut-être même en dessous. Donc lorsque tu achètes ton action à 10 €, tu mets ton objectif, ton take profit TP à 15 € et ton stop de protection à 9 €. Donc dans le pire des cas, tu perds 10%. Techniquement, une fois que tu as passé ton stop loss, ton stop de protection, une fois que le cours de l'action va taper les 9 €, ça va exécuter un ordre au marché avec la quantité que tu as prédéfinie. Donc si tu as acheté 100 actions à 10 € et que tu as placé un stop de protection de 100 actions à 9 €, dès qu'on va toucher le prix, ça va se déclencher. Et on te dit très souvent, il faut absolument mettre un stop de protection parce que ça permet d'estimer déjà à l'avance la perte maximale que tu as sur ce trade et donc sur ton capital. Ça marche bien évidemment sur les indices, le forex et même les cryptos. Mais déjà, là où c'est une idée reçue, est-ce que c'est vraiment une protection sur ton capital? Une vraie garantie que ton stop loss soit déclenché au cours que tu lui as indiqué? Eh ben absolument pas, parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle le spread. C'est-à-dire au moment où ton stop loss doit être déclenché, eh ben il faut bien évidemment que l'ordre arrive sur le marché. Donc dans notre exemple, ça va être un ordre de vente au marché et il faut bien évidemment une contrepartie, c'est-à-dire des acheteurs. Et si à ce moment-là, il n'y a pas 100 actions à l'achat dans le carnet d'ordre à 9 €, eh ben tu vas être exécuté en dessous de 9 € jusqu'à ce que tes 100 actions soient vendues sur le marché. Et cette notion de spread est peut-être encore plus importante sur les CFD. C'est-à-dire que ton broker va faire coter un produit en fonction de l'évolution d'un sous-jacent, par exemple un indice, le CAC 40. Et sauf que le CAC 40, quand il va coter par exemple 1000 points, et ben ton broker va le faire coter avec un spread, c'est-à-dire un décalage entre la borne acheteuse et la borne vendeuse, peut-être de 2, 3, 4, voire 5 points. Voire peut-être même plus lorsqu'il n'y a pas de liquidité sur le marché. La liquidité, c'est lorsqu'il y a une quantité importante d'ordre sur le marché. Et généralement, il y a beaucoup moins de liquidité lorsqu'il y a beaucoup de volatilité, c'est-à-dire des variations très importantes parce que les carnets d'ordre s'assèchent et la liquidité est généralement beaucoup plus faible lorsqu'il y a des périodes de statistiques macroéconomiques qui font énormément influencer les marchés ou alors sur des actions qui sont très peu liquides, plutôt des small caps. Donc forcément, tu n'es pas garanti à 100% que ton stop de protection soit exécuté au cours où tu l'as demandé. Tu peux être exécuté beaucoup plus bas si tu as un stop loss sur une position acheteuse et beaucoup plus haut si tu as un stop loss sur une position vendeuse. Petite parenthèse, certains brokers te proposent des stop loss garantis, c'est-à-dire qu'ils te garantissent l'exécution de stop loss au cours auquel tu lui as programmé. Sauf que ça a un coût parce que le broker, s'il y a énormément de volatilité, il peut pas se couvrir sur le marché et du coup c'est lui qui paye la différence entre le prix que lui a eu sur le marché et toi au prix que tu l'as demandé. Autre chose auquel il faut faire attention, c'est notamment les gaps, c'est-à-dire ces trous de cotation, notamment sur le marché action qui est pas ouvert 24 heures sur 24. Et lorsque tu as une action sur laquelle tu es positionné à l'achat ou malheureusement le lendemain elle ouvre à moins 50%, le stop loss que tu avais mis avec une perte maximale de moins 2, moins 3%, il sert absolument à rien. Parce qu'au moment où l'action va ouvrir, ton ordre va se transformer en ordre au marché. Et vu que le meilleur acheteur, au moment où l'ordre se déclenche, est 50% en dessous de ton cours, dans la mesure où il n'y a pas de contrepartie, tu te fais exécuter à moins 50%. Donc non, un stop loss n'est pas forcément garanti, c'est exactement la même chose sur les CFD, sur les futurs, les produits de bourse et j'en passe. Du coup, est-ce que c'est pas une bonne idée de pas en mettre? Parce qu'en fait, quand on prend beaucoup, tu te dis, je prends que des pertes et finalement, je prends jamais de gains. Je me fais tout le temps stopper lorsque je mets des stops de protection trop serrés, soit à cause des spreads, soit de la liquidité, soit de la volatilité du marché. Du coup, je pense que c'est une bonne idée de pas en mettre finalement. Déjà, si tu as cet ego, cet objectif d'avoir raison 100% du temps sur le marché ou de faire effectivement 100% de trade gagnant et en gros que tu veux jamais perdre, déjà un petit conseil, je pense qu'il vaut mieux tout mettre sur les livrets A parce que finalement, ça revient à dire, si t'as pas envie de prendre de but,
Commence pas à faire du football, quoi. Parce que forcément, à un moment donné, tu vas en prendre. Ça marche aussi avec le golf, hein. Si ton objectif, c'est de jamais faire de bogey, bah, je te conseille plutôt de faire du curling. Et oublie, tu sais, un petit peu l'adage, pas vendu, pas perdu. Et oui, parce que même si tu ne places pas de stop de protection, en fait, t'en as toujours un. Il est induit, inconscient, inné. Et oui, par exemple, si tu utilises de l'effet de levier sur les CFD, eh ben, bien évidemment, le broker va pas prendre le risque que tu crames ton compte, même plus que ce que tu as investi chez lui. Donc, il va t'obliger à avoir toujours un certain montant sur ton compte en fonction de la taille de position que tu utilises. Et au moment où tu arrives dans la limite et que tu dis ah non, moi je vends pas, je prends pas mes pertes, bah, ton capital va se réduire au fur et à mesure et le broker il va te contacter, il va dire mon coco, soit tu coupes ta position, soit c'est moi qui te la coupe. Ça marche de la même manière sur les futurs. C'est ce qu'on appelle l'appel de marge. Donc inconsciemment, finalement, tu as un stop de protection que le broker va t'imposer. Et sur les actions, lorsque tu es à l'achat, bah, ton stop de protection, c'est si l'action va à zéro. Tu as tout perdu. C'est la raison pour laquelle vaut mieux que ce soit toi qui décide quel risque tu prends sur une position plutôt que ce soit quelqu'un qui te l'impose. Deuxième raison pour laquelle le pas vendu pas perdu ne fonctionne pas, c'est-à-dire si tu mets pas de stop loss, tu vas monopoliser une partie de ton capital sur quelque chose sur lequel tu as tort. Tous les jours ta position va perdre un petit peu plus et tu vas dire non, moi je prends pas mes pertes, je m'en fous, je suis sûr que j'ai raison. Et au final tu te retrouves ce qu'on appelle collé sur une position, tu veux plus la sortir parce que tu as trop perdu dessus et que maintenant tu la laisse dans le fond de portefeuille. C'est ce qu'on dit généralement, hein, une position long terme perdante, c'est une position court terme qui a mal tourné. Et donc ça va te faire monopoliser le capital que tu as mis dessus sur quelque chose qui va te faire perdre peut-être jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et tu n'auras plus les fonds nécessaires et suffisants pour pouvoir saisir d'autres opportunités qu'il y aurait ailleurs. Et sache que lorsque tu perds par exemple 50%, il te faut 100% pour revenir à zéro sur ton investissement initial. Donc pour cette deuxième raison, faut peut-être dégager des trucs de ton portefeuille qui puent, ou en tout cas qui ne se passe pas comme toi tu l'as souhaité, pour pouvoir déjà prendre du recul et réinvestir sur des choses, sur des opportunités que tu vois ailleurs. Et la troisième raison, c'est que ça a un impact psychologique sur l'actif sur lequel tu es positionné et sur le reste de ton trading. Admettons, tu es positionné sur le CAC 40, là, ça se passe mal, t'as pas mis de stop de protection, donc tu te dis faut que ça monte, ça va monter. Au final, ça fait que baisser. Et toi, dans la mesure où tu es focalisé sur ta position perdante, tu n'as plus le recul suffisant pour analyser de manière objective l'actif sur lequel tu es positionné. Et si tu n'avais pas cette position perdante en portefeuille, peut-être qu'à cet instant T, tu prendrais une position tout à fait inverse. Donc ça te détruit psychologiquement finalement le réalisme et l'objectivité que tu pourrais avoir. Te prendre un stop, finalement, ça te permet aussi de prendre du recul. De dire, ok, j'invalide ma stratégie, je repars de zéro sur des unités de temps longues, je réduis mes unités de temps, et je me dis, là, ok, donc je suis pas positionné, je suis vierge. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire? Et comme je le disais, psychologiquement, ça te permet d'éviter de rester focalisé dessus parce que généralement, quand tu as une position perdante, tu restes en graphique 1 minute. Tu ne te focalises que sur ta position perdante en espérant que ça reparte dans ton sens et t'as cette espèce de stress permanent toute la journée qui t'empêche de faire autre chose. Et c'est encore pire si tu utilises l'effet de levier. C'est ce qu'on appelle le mode espoir. Et moi, ce que j'ai nommé, c'est copyrighté depuis quand même déjà quelques années, j'appelle cela le mode ACSF, c'est-à-dire le mode allumage de cierge et serrage de fesses. Très rapidement, parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais comment placer un stop de protection? Tu vas avoir plein de sujets déjà qui ont été abordés partout. C'est en fonction du signal de l'unité de temps que tu as pris, en fonction de l'analyse technique, tout simplement, tu peux le placer au-dessus d'une résistance si tu es à la vente et en dessous d'un support identifié si tu es à l'achat. Ça, tu dis, si on casse ce support-là, je mets mon stop juste en dessous en prenant cette petite marge, souviens-toi de ce que j'appelle le spread et la liquidité. Et tu dis, si on casse le support, on va aller beaucoup plus bas, donc autant que je sorte maintenant, ma stratégie sera invalidée. Deuxième chose, c'est ce que j'avais abordé au début de la vidéo, on peut transformer un stop loss en stop win. Tu es à l'achat, ça se passe très bien, ton action ou ton actif sur lequel tu es positionné monte progressivement et à un moment donné tu te retrouves avec ton stop de protection initial qui est beaucoup trop éloigné par rapport au prix actuel et donc tu mets à jour ta stratégie et te dis maintenant par rapport au cours actuel l'invalidation de mon scénario n'aura pas lieu là tout en bas mais à un autre niveau qui a été constitué, donc je réajuste mon stop loss
en stop win, en stop de protection, au-dessus de mon cours d'entrée. Et donc dans le pire des cas, je gagnerai de l'argent si mon stop de protection est atteint. Parce que mon stop loss sera devenu un stop win dans la mesure où il a été au-dessus de mon cours d'entrée. C'est ce qu'on peut appeler aussi communément un stop suiveur, c'est-à-dire que ton stop de protection va suivre au fur et à mesure que les cours montent. Et il faut le placer également en fonction de la perte que tu es prêt à faire, à réaliser en fonction de ton capital. Parce que généralement on dit je mets un stop à 30 points, à 100 points sur les indices. Ça veut pas dire grand-chose parce que ça dépend de la taille de ta position initiale. Tu peux mettre un stop à 30 points mais risquer 2500 € et tu peux avoir un portefeuille à 10 000 €, 100 000 € ou 1 million. Ça dépend en fait de tout ça. Donc il faut en fonction de ton stop de protection technique que tu vas placer, est-ce qu'il est plus ou moins éloigné de ton cours actuel? Et en fonction du niveau de ton stop de protection, tu vas pouvoir estimer la taille de la position ouverte en fonction du risque que tu veux prendre sur ton portefeuille. Très simplement, tu as un stop technique à 100 points du cours actuel et tu ne veux pas risquer plus de 0,5% de ton capital sur ce trade. Et en fonction de la taille de ton portefeuille, tu vas pouvoir estimer la taille de ta position initiale pour ne risquer que 0,5% de ton capital sur ce trade. Avec un rappel, encore une fois, que ton stop de protection ne sera pas forcément exécuté au cours que tu l'as souhaité. Donc prendre un stop de protection, ça fait partie d'une stratégie globale, ça fait partie du trading, c'est comme rater un coup au golf, ça fait partie du jeu. Et si tu veux pas prendre de but, commence pas à faire du foot, ça va être compliqué. Prends le meilleur joueur de foot, Neymar, est-ce qu'il a jamais raté une passe? Est-ce qu'il a jamais raté un penalty? Non, en trading c'est pareil, tu prends des stops parce que t'assumes. Ah oui, et si t'es débutant, oublie, tu vois, la théorie du complot en disant oui, le marché, t'es allé chercher mon stop, c'est la faute du broker, machin, tout ça. Wall Street s'en tape de tes stops. Et concernant les stops de protection, tu les as pas forcément déjà positionnés sur le marché, je m'explique. Quand tu gères à peu près quelques milliards, voire même plusieurs milliers de milliards de dollars, exemple Warren Buffett, par rapport à cette notion de liquidité, quand tu es vraiment chargé sur le marché, pour faire éviter d'exploser le marché, tu places pas des stops de protection déjà, tu places des stops, on va dire un peu psychologiques, voire même des stops fondamentaux, comme Warren Buffett l'a fait par exemple au premier trimestre 2020. Il s'est mangé une perte de 50 milliards de dollars sur ses portefeuilles parce qu'il était positionné sur le secteur aérien. Et du coup, tu vois, il a pas mis des stops de protection de plusieurs milliards de dollars directement sur les actions parce que sinon, ça va assécher le marché, il va vendre au marché et ça va créer des paniques générales. Donc il se dit fondamentalement, là, la situation a changé, je sors du marché et il va sortir progressivement ses actions ou les positions qu'il a en portefeuille. Mais ça, c'est plus difficile psychologiquement, notamment lorsque tu débutes. Lorsque tu débutes, tu vas tenir le plus longtemps possible tes pertes parce que psychologiquement, t'es pas prêt à les réaliser. Et tu vas dire, non, attends, je suis un bonhomme, j'ai pas tort moi sur le marché. Et ça va être beaucoup plus difficile de dire, allez, c'est bon, je prends ma perte, que si tu as déjà placé ton stop loss sur le marché et donc à ce moment-là, c'est finalement le broker qui l'exécute après sur le marché. Mais c'est vrai que généralement, c'est un problème d'ego de pas vouloir perdre. Donc plutôt que d'être en panique comme ça et d'être en espèce de mode apnée en voyant les cours qui arrivent proches de ton stop, essaye de le prendre de manière positive. Prends-le comme un outil de protection sur ton capital, même s'il n'est pas garanti, un outil d'aide à la décision, puisque le fait qu'il soit déclenché, ça va t'obliger à te remettre en question et donc à revoir ta stratégie depuis le départ, et une aide psychologique. Ça te permettra de pas te poser la question toutes les 5 minutes, est-ce que je coupe, est-ce que je coupe pas? Tu as défini un plan de trading, une stratégie, tu places ton stop de protection, et s'il se déclenche, c'est que tu as eu tort, c'est pas grave. Et comme ça, plutôt que de rester toute la journée derrière tes graphiques en mode 1 minute, tu peux faire autre chose. Ça t'évitera de tenir les trades perdants et de laisser courir tes positions gagnantes le plus longtemps possible, parce que oui, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Donc les stops, ça marche pas toujours, ça fait toujours chier lorsque t'en prends, mais prends-le de manière positive et il faut avoir cette humilité d'avoir tort, de se remettre en question et en permanence. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'avoir une autre psychologie, une autre vision, une autre conception du stop de protection, du stop loss. Merci à toi et je te dis à la prochaine. Ciao!